Il s'agit de donner mes idées sur les contes traditionnels, leur importance dans la société africaine, précisément malienne, et ensuite le moment propice dans le temps pour véhiculer ces contes. Tout d'abord, le conte, c'est des légendes, des faits dépassant la compréhension de l'individu, des faits irréalisables tantôt dans la réalité, mais qui ont une portée efficace sur la société. Et généralement, les contes, c'est des histoires qui tournent soit autour des individus ou encore sur les animaux. Généralement, la plupart des contes africains tournent autour des animaux. Et les contes, d'abord, leur importance dans la société. Tout esprit a besoin de se relaxer. Les contes sont vus d'abord en Afrique comme distraction. Parce que le cerveau humain étant une machine, nous ne pouvons pas se passer du repos. Souvent, il faut oublier les problèmes sérieux, les problèmes qui font souffrir l'homme. Donc c'est à travers ça, en écoutant un conte, immédiatement on est à l'aise. On oublie les peines quotidiennes. Ça c'est la première importance. Deuxième importance qui est capitale, ça c'est le côté éducatif des contes. Au Mali, précisément au Bélédougou, on ne verra aucun conte n'ayant pas une portée négative sur les structures sociales. Tout conte au Bélédougou se termine par une leçon de morale. Donc, le conte peut être considéré comme une activité permettant aux aînés de véhiculer des messages pour la formation sociale, professionnelle et même, parfois je pourrais le dire, la formation morale de l'individu. Donc le côté éducatif des contes en Afrique, c'est ce qui fait des contes maliens, des contes. En un mot, c'est une école. Le conte, c'est une école qui forme l'individu. Comme exemple, je vais prendre l'exemple d'un conte au Bélédougou. Un jeune qui ne se sentait à l'aise qu'après avoir pris les oisillons dans leur nid. Et ces oisillons-là, il s'amusait avec ces oisillons qui mouraient finalement et qu'il jetait. Et ce conte nous dit que malgré les conseils que ses parents lui ont donnés, le jeune a persévéré dans cette criminalité. Mais un jour, dans le conte, le jeune a été prendre un oisillon dans son nid. Arrivé avec l'oisillon dans sa famille, il s'est mis à jouer avec l'oisillon, il attache une corde à la patte, et finalement, l'oisillon lui dit ouvertement « Ndo bena ». Ndo bena, c'est une expression qui veut dire « j'ai faim ». Donc un oisillon qui dit à un garçon « j'ai faim ». Le garçon est rentré dans le grenier, il a pris quelques graines de mil qu'il a jetées à côté de l'oisillon. En un clin d'œil, l'oisillon a bouffé ça. Et l'oisillon répète encore Ndo bena. C'est ainsi que tous les grains qui se trouvent dans leur famille ont été dévorés, avalés par l'oisillon jusqu'à venir aux animaux. Les moutons, les chèvres, les coqs, tous les animaux ont été dévorés ainsi. Mais l'oiseau continue à dire Ndo bena. Et à chaque fois que l'oiseau dit Ndo bena, l'enfant va dire à ses parents, ah, mon oisillon dit Ndo bena, mon oisillon dit j'ai faim. C'est ainsi que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tous ont été avalés par l'oisillon. Il ne restait que lui seul. Et en plus, l'oisillon lui dit Ndo bena. Il demande à l'oisillon, ah, il ne reste que moi seul. L'oisillon l'avale. Heureusement que le plus jeune frère avalé avec un couteau au moment où l'oisillon l'avalait. Ce dernier a fendu le ventre de l'oisillon et toute la famille est ressortie. Et dès lors, le jeune garçon a juré de ne plus s'amuser avec les oisillons.
Ici, nous avons une idée de protection des animaux. Donc, le conte jouait le rôle de service des eaux et forêts actuelles, parce que ça protégeait les animaux. Il y a pas mal de contes qui protègent la nature, la coupe des arbres, l'élimination abusive des animaux sauvages. Il y a pas mal de contes qui parlent de ça. D'autre part, quant au caractère, il y a de ces conduites, les jeunes filles qui refusent leurs parents, leur mari. Or, la société traditionnelle malienne exige à ce que le parent participe au choix du mariage. Ainsi, les jeunes filles qui ont essayé de faillir à cette règle-là ont eu une mauvaise finalité dans la plupart des contes. Les contes qui tournent autour des animaux, les animaux là sont les reflets des individus. Chaque individu a un caractère et le caractère de l'individu est transmis aux animaux sauvages. Et généralement, c'est pour tirer des leçons, enseigner les gens, renseigner les gens et éduquer les gens. Voilà en gros la place qu'occupe le conte dans nos sociétés. Quant au moment propice pour les contes, d'abord n'importe qui n'était pas un conteur. Le conteur était un sage. Un sage, quelqu'un qui a assez vu, qui a assez vécu. Et généralement, le vieux conteur, c'est celui qui, dans son enfance, écoutait ses parents aussi. Quand je fais une comparaison, après les travaux de la journée, après le repas de la nuit, on allumait du feu dans la cour. Et généralement, c'est en ce moment qu'il est. Si tu peux recommencer sur à quel moment on dit les contes. Bien. Donc, je disais tout de suite que je vais essayer de parler un peu sur le moment propice de raconter, de faire les contes. Généralement, dans la nuit, après les travaux de la journée, au moment où les gens sont fatigués, ils sont revenus des champs, ils sont revenus du labeur, c'est en ce moment qu'on allumait un grand feu dans la cour. Et n'importe qui n'était pas le conteur. Le conteur, généralement, c'était le sage, le vieux ou bien la vieille de la maison, qui a assez vu, qui a assez entendu et qui a vu beaucoup de choses. Et c'est en ce moment que les enfants accouraient, même les adultes, des personnes âgées, d'autres personnes âgées, tout le monde s'attroupait autour du conteur. Et cela avait un aspect positif sur la société. Pourquoi? Parce que au moment du conte, toute la famille se rassemble. Et le rassemblement, le contact humain là, créait obligatoirement l'affinité parentale. Et c'est ce qui permettait vraiment d'avoir des familles soudées. Et c'est en ce moment que la personne âgée, le conteur, au milieu des gens, commençait à faire ses contes. Et tout le monde l'écoutait. Et on interdisait catégoriquement de faire des contes pendant la journée. Et pour effrayer les récalcitrants, on disait n'importe qui raconte, qui fait un conte le jour, soit ta mère mourra, soit ton père mourra. Effectivement, autrefois, les gens ont pris ça comme une méchanceté ou autre chose, mais c'était tout simplement une manière pour les personnes âgées d'empêcher les enfants d'aller vers le fainéantisme pendant la journée. Parce qu'on ne voyait autre chose pendant la journée que le conte. Or, on ne peut pas compter en travaillant. Donc, il fallait avoir un moyen d'interdire ça. Donc, on ne comptait pas pendant le jour. C'est dans la nuit qu'on comptait. Et encore, il y avait un moment où le conte était interdit. À l'approche des saisons de pluie, tant qu'il y avait un arbre, une plante que le Bambara cultive, qu'on appelle Da. C'est une plante avec laquelle on fabrique un condiment qu'on appelle Datou. Tant que cette plante n'était pas rentrée dans sa phase de floraison, il était interdit de compter.
Parce que le Bamana disait que en comptant dans la nuit, tant que le Da n'a pas fait des fleurs, cela provoque la pénurie de pluie. Et tout ça. Or, au moment où le Da faisait sa floraison, ça trouve que les travaux sont devenus moindres. Et en ce moment, on a déjà atteint le maximum, on attend la belle récolte, il n'y a pas assez de travaux à faire. Donc, même si on veillait, le lendemain, ça n'a pas d'impact sur les travaux champêtres. Et c'est à ce moment que les comptes devenaient vraiment des activités régulières dans les villages. Voilà en un mot les moments propices au Bélédougou pour faire des comptes. Et quand toi tu étais petit, ça se passait comme ça? Comment ça... Quand j'étais petit, j'avais une grand-mère qui respectait scrupuleusement ce système. Au moment inopportun, même quelle qu'en soit notre pression sur elle, elle se refusait de nous compter. Mais une fois le moment propice arrivé, volontairement, elle nous appelait après le repas de la nuit. Elle venait. Et souvent, on commandait même, on lui demandait même de nous raconter certaines parties. Parce que des contes qui nous plaisaient davantage là. Et généralement, moi, j'étais friand des contes qui m'effrayaient. Parce que souvent, elle me contait des histoires, des contes où le diable a fait ceci, il y a le démon qui a fait cela, et ça me faisait peur. Et cette peur-là provoquait en moi un certain plaisir. À tel point que dans la nuit, j'avais même peur de rentrer seul dans ma chambre. Parce qu'elle me racontait de ses contes. Étant couché, je voyais des images sous mes yeux. J'en avais peur, mais ça me procurait une sorte de joie que je ne peux même pas expliquer. J'ai appris beaucoup de contes avec elle. Mon père aussi était un conteur. Bien vrai qu'elle n'avait pas une bonne voix dans les chansons, quand même, il m'a conté beaucoup de contes également. Et ce qui fait également la valeur des contes au Bélédougou, les chansons. Chaque conte est accompagné généralement de chansons mélodieuses et de chansons également pleines de sens. Et je vais faire un bond. C'est ainsi que dans ce monde moderne-là au Bélédougou, il y a beaucoup d'actrices modernes qui sont sur la scène maintenant, qui se sont inspirées des chansons de contes pour composer des morceaux impeccables qui font également la une. Mais l'artiste qui a chanté ça, elle a eu de l'exploit avec cette chanson. Mais bon, je ne me souviens pas tellement de son nom. Mais si j'ai bonne mémoire, ça doit être soit la fille Anawa, quelque chose de ce genre. C'est exactement un vieux conte, un très vieux conte. La chanson a été exploitée par elle et ça a donné du potable. Donc moi quand même j'ai grandi dans les contes, j'ai aimé les contes et même à l'école quand j'étais élève, bon, mon maître m'appréciait beaucoup pour les contes. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens continuent à dire des contes comme avant? Bon, dans ce monde moderne, le conte a presque perdu sa valeur. Pourquoi je dis cela? Parce que il me semble que la génération actuelle a d'autres activités de distraction. Les activités de distraction sont devenues si multiples que le conte est en train de mourir à petit feu. Le conte est devenu comme un tas d'ordures. Mais dans ce tas d'ordures, il y a quelque chose de très valeureux qui est le conte, qui est en train de se décomposer à petit feu. Les jeunes actuellement, la musique, la danse, les soirées dansantes, les boîtes de nuit. Et généralement, quand on mange la nuit, tu peux trouver une famille où il y a à peu près 10 jeunes. Mais immédiatement après le repas de la nuit, 20 minutes,
30 minutes après, appelle un des jeunes. Aucun d'eux n'est dans la famille. Tout le monde va en ville, tout le monde sort, même dans les petits villages actuellement. Il n'y a plus d'attroupement. Or, le conte, c'était autour d'un attroupement familial. Donc le conte a disparu. Je ne dis pas totalement, mais catastrophiquement, nous assistons vraiment à la dévalorisation du conte. Or, c'est à travers le conte que l'identité culturelle se dégageait. Les valeurs sociales, c'est le conte qui les préservait. Or, tout le monde sait qu'un peuple sans identité culturelle, c'est un peuple qui navigue dans l'obscurité, ne sachant pas d'où l'on part, ne sachant pas où on va, on s'attend à tout. C'est à cela que nous assistons actuellement. Et il suffit de rien pour constater l'impact que le délaissement des contes a eu sur l'éducation de la jeunesse. Actuellement. Et même il y a certaines valeurs sociales, des qualités d'homme recherchées dans la société, difficilement retrouvables actuellement. En me demandant, je dirais que c'est là l'abandon des contes occupe une grande partie dans la déperdition sociale à laquelle nous assistons actuellement. Et donc même dans un village comme Fassa ici, les vieilles personnes ne disent plus tellement de contes aux enfants. Dans les villages comme Fassa, qui est situé dans la commune de Dioyo, dans le cercle de Kolokani, je viens d'effectuer 12 ans de service à l'école fondamentale de Fassa et mon constat a été que le conte, vraiment c'est à l'état embryonnaire. Pourquoi? Parce que mes premières années, je demandais aux élèves de faire des contes. Mais j'avoue que j'avais toutes les peines. Les enfants ne trouvaient pas ce qu'il fallait dire. Bon, il a fallu que moi-même au départ, je commence à compter. Et souvent je disais aux enfants, à la maison, dites à vos grands-mères de vous faire des contes et à l'école, vous allez les réciter. C'est ainsi que certains ont pu vraiment avoir beaucoup de contes. Mais c'est dans quelques rares familles. Sans quoi tu trouveras d'autres familles ici, il n'y a pas, tu ne trouveras personne qui puisse te raconter successivement 4 contes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait l'audition. N'ayant pas été auditionnés pour un conte, je ne peux pas en inventer pour dire comme ça. Et donc, ce qui est fréquent ici, ça c'est ce qu'on appelle en Bamanankan les contes courtes, Zirin Sourou. Donc ça c'est une sorte de devinette. Par exemple, on peut dire, il est plus grand assis que debout. La vieille personne dit ça et les enfants disent, c'est le chien. Les devinettes. Et cela aussi, c'est ce qui éveillait l'intelligence de l'enfant. Et généralement, avant d'entamer les contes longs là, on prenait au moins 30 minutes, 20 minutes de contes courtes. Ça c'est des coutumes. On commence toujours par les contes courtes. Et j'avais oublié, quand la vieille, bien le vieux fait ses contes, pour maintenant se reposer, directement il s'adresse à l'auditoire. J'ai tué une perdrix. Qui va la déplumer? Celui qui dit je vais la déplumer. Qui va la griller? Il y a quelqu'un qui dit je vais la griller. Qui va la préparer? Il y a un autre qui dit je vais la préparer. Qui va la manger? Il y a un autre qui dit je vais la manger. Et la vieille disait d'accord. Toi qui dis que tu vas déplumer la perdrix, tu vas commencer à nous faire un compte. Toi qui vas déplumer, tu viendras en deuxième position. Toi qui dis que tu vas préparer, tu viendras en troisième position. Toi qui dis que tu vas manger, tu compteras en quatrième position. Et chacun d'eux était obligé, contraint de raconter. Et ils apprenaient ainsi. C'était également pour voir si les anciens contes qui ont été dits ici, certains ont pu assumer. Ça, c'était de coutume aussi. Donc, une révision des acquisitions. Voilà. Et donc, à ton avis, la déperdition des contes, c'est lié au développement d'autres formes de distraction, quoi. La musique, la télévision, des choses comme ça. Justement, pour moi, c'est dû à ça. Et c'est dû également au non-intéressement de l'ancienne, de l'actuel, ceux qui sont
à l'âge actuellement de faire des comptes, si eux, ils n'ont pas eu le courage de rapprocher les vieux, ceux qui ont rapproché les vieilles personnes pour être en contact avec les comptes, et ils disparaissent. Et il faut la relève. Donc la relève a été mal assurée. Et la mauvaise assurance de cette relève-là aussi est inclus dans la multiplication des distractions. Parce qu'il faut imaginer dans ce temps-là, celui qui avait un poste radio, tout le monde venait, on était étonné. Les magnétophones. Celui qui avait un magnétophone dans un village comme Passa, les enfants venaient payer 25 francs pour enregistrer leur voix. Et eux-mêmes, ils écoutent et ils sont moi j'ai parlé au magnétophone. Donc il n'y avait pas de distraction. Mais actuellement, les magnétos, les télés, beaucoup d'autres choses. Donc les jeunes sont plutôt pressés d'aller vers ces distractions que de se distraire en écoutant des contes. En tout cas, pour moi, la grande partie de la disparition quasi totale des contes réside vraiment à la multiplication des distractions. Les jeunes n'ont plus le temps, sinon n'ont plus le courage, ils n'ont plus la volonté de s'asseoir pendant un long moment et écouter une vieille personne en train de compter. Mais il y a encore des familles où ça existe? Il y a des familles où ça existe. Même en Fassa ici, on peut trouver des familles où on compte, mais ce n'est pas d'une manière régulière. Ce n'est pas d'une manière régulière. Et l'auditoire, la composition de l'auditoire, c'est ce qui fait peur. Actuellement, même en brousse, les contes, c'est des filles, des garçons dont l'âge ne dépasse pas généralement 12, 13, 15 ans. L'auditoire n'est composé que de cette tranche d'âge. Très jeune. Des très jeunes. Bon. Or, dans le temps, même certains vieux quittaient leur famille pour se rallier à d'autres familles dont le compteur est réputé dans le même village. Des vieillards qui se déplaçaient. Et ces vieillards, à leur arrivée, disaient Zirintida Bewa. On ne doit pas compter aujourd'hui. Le compteur était obligé d'organiser le compte. C'est ce qui fait la différence. Ok. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. C'est ça. En plus, c'est la fin de la cassette. Bon, en tout cas, tout ce que moi je veux réellement que les comptes soient revalorisés. La revalorisation des comptes, précisément les comptes du Bélédougou. Il y a des comptes du Bélédougou qui sont en voie de disparition. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Donc réellement, la revalorisation des comptes ne pourrait que faire du bien. Et je ne pourrais pas finir ça sans demander aux uns et aux autres vraiment d'organiser même des conférences sur le compte. Des journées de compte même, des soirées de compte. La manière dont on invite un artiste, on dit il y a un concert, il y a des balles, il y a des boîtes de nuit. Pourquoi pas des maisons même si c'est des maisons rudimentaires, là où les gens se retrouvent pour compter. Ouais, ce que tu veux dire, faire un truc moderne quoi. Voilà. Des soirées comptes, voilà. Comme on fait des soirées dansantes. C'est ça. C'est ces mots-là que je voulais dire pour achever cette interview sur les comptes. Je remercie beaucoup M. Antoine Fénéon avec qui j'ai collaboré depuis 2008 à Fassa ici. Et je l'encourage vraiment pour la revalorisation de la culture malienne, précisément de la culture au Bélédougou.